On dit que le sang est plus épais que l'eau. Mais laissez-moi vous dire, après 68 ans sur cette terre, j'ai appris que l'argent est plus épais que les deux. Il lie les gens. Il garde les secrets cachés. Et parfois, c'est la seule raison pour laquelle les gens répondent encore à vos appels téléphoniques. Je me tenais devant les lourdes portes en verre de l'Osteria, le genre de restaurant italien où une assiette de pâtes coûte plus cher que mes courses de la semaine. J'ai lissé le devant de ma robe. C'était une belle robe, une bleu marine que j'avais depuis 5 ans. Elle était propre, repassée et respectable, mais je savais, rien qu'en regardant ma belle-fille, Trisha, à travers la fenêtre, que j'allais paraître déplacé. À l'intérieur, l'air sentait l'huile de truffe et le parfum cher. J'ai serré un peu plus fort le sac cadeau dans ma main. Ce n'était pas un grand cadeau. C'était une obligation d'épargne pour ma petite fille, Lorraine, et un magnifique journal relié en cuir. Elle fêtait ses 9 ans aujourd'hui, 9 ans. Assez grande pour lire, assez grande pour écrire. Et comme j'allais le découvrir, assez grande pour briser le cœur d'une grand-mère. Je me suis dirigé vers la table. Ils étaient déjà assis au centre de la salle. Trisha portait quelque chose de scintillant et de décolleté. Mon fils Oscar riait de quelque chose. Elle a dit que son visage était rougi par le vin. Lorraine jouait sur son iPad, ignorant les invités autour d'elle. « Bonjour tout le monde », dis-je en arborant mon plus beau sourire. Trisha leva les yeux. Ses yeux firent cette chose où ils me scannèrent de la tête aux pieds et me congédièrent en une seconde. « Oh, Diane, tu as réussi à venir. Nous avons failli commander sans toi. Prends une chaise au bout. » Pas maman, pas mamie, juste Diane. Et le bout de la table, l'endroit où se tient le serveur. Je me suis assise. « Joyeux anniversaire, Lorraine », dis-je doucement en faisant glisser le sac cadeau vers elle. Lorraine a à peine levé les yeux de son écran. « Merci », marmonna-t-elle. Elle ne l'a pas ouvert. Elle l'a juste poussé de côté comme si c'était une serviette. « Lorraine, regarde mamie quand elle te parle », dit Oscar, mais il n'y avait aucun poids dans sa voix. Il était trop occupé à regarder la carte des vins. « Ce n'est rien, Oscar », dis-je. Je ne voulais pas faire de scène. Pas ce soir. Alors, comment va tout le monde? Comment va le travail? Trisha frappa dans ses mains, ses bracelets cliquetants. Elle ne me regardait pas. Elle regardait son ami en confidence, parlant assez fort pour que la table voisine puisse entendre. Le travail est incroyable. En fait, nous avons de grandes nouvelles. D'énormes nouvelles. Elle marqua une pause pour un effet dramatique. Je pris une gorgée d'eau. Nous allons chercher le nouveau SUV demain matin, annonça Trisha, rayonnante, le modèle haut de gamme, siège en cuir chauffant, toit ouvrant panoramique, la totale. Enfin, une voiture qui correspond à notre statut dans ce quartier. Je me suis figé. Un nouveau SUV. Oscar m'avait dit la semaine dernière que les temps étaient durs. Il m'avait demandé de couvrir l'impôt foncier de leur maison, ma maison techniquement puisque mon nom était sur l'acte de propriété, parce que sa prime n'était pas arrivée. J'avais fait un chèque sans poser de questions. Je le faisais toujours. Ça a l'air cher, dis-je, essayant de garder ma voix neutre. Trisha rit, un son aigu et cassant. La qualité a un prix, Diane. Mais tu sais ce qu'on dit, il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Nous devons avoir l'air à la hauteur. J'ai regardé Oscar. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il était soudainement très intéressé par son petit pain. Le dîner arriva et la conversation s'écoula autour de moi, pas avec moi. Il parlait de vacances à Aspen, de galas d'école privée et de rénovation de cuisine. J'ai mangé ma soupe en silence. J'ai regardé Lorraine. Elle mangeait ses spaghettis la bouche ouverte, la sauce tachant son menton, ses coudes fermement plantés sur la nappe. J'ai élevé 3 enfants. Je leur ai appris que les manières sont le reflet du respect pour les autres. C'était une habitude que je ne pouvais pas perdre. Lorraine, chérie, murmurai-je en me penchant, les coudes de la table, s'il te plaît, et essaie de mâcher la bouche fermée. Une jeune femme ne doit pas faire claquer ses lèvres. La table devint silencieuse. Lorraine arrêta de mâcher. Elle abaissa lentement sa fourchette. Elle me regarda, et ses yeux n'étaient pas les yeux innocents d'une enfant de 9 ans. Ils étaient froids. C'étaient les yeux de Trisha. « Maman dit que je n'ai pas à t'écouter », dit Lorraine à voix haute. Le bavardage des tables voisines s'estompa.
Les gens regardaient. Je sentis mon visage s'échauffer. Pardon? Lorraine s'essuya la bouche avec le dos de sa main. Maman dit que tu es démodé et que tu n'es qu'un cas social. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une mauvaise odeur. Un cas social, Lorraine, halte et jeu. J'ai regardé Trisha, attendant qu'elle gronde sa fille, attendant qu'elle s'excuse. Patricia ne la grondait pas. Elle avait un sourire narquois. Elle prit une gorgée de son vin et haussa les épaules. Eh bien, les enfants répètent ce qu'ils entendent. Diane, elle est juste honnête. Je me suis tourné vers mon fils, mon Oscar, le garçon que j'avais soigné pendant ses fièvres. Le garçon dont j'avais payé les frais de scolarité à l'université en faisant des doubles journées après la mort de mon mari. L'homme dont je finançais actuellement le style de vie. Oscar, dis-je, ma voix tremblante. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Dis-lui. Oscar parut mal à l'aise. Il desserra sa cravate. Il regarda sa femme, puis sa fille, et enfin brièvement moi. C'est juste une enfant. Maman, dit-il, laissant échapper un rire nerveux et sifflant. Ne sois pas si sensible. D'ailleurs, Trisha n'a pas entièrement tort. Je veux dire, regarde ce dîner. Nous payons ton repas, n'est-ce pas? Laisse tomber. Nous payons ton repas. La pièce sembla basculer. Le bruit du restaurant revint en force, mais il semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau. J'ai regardé le steak dans l'assiette d'Oscar, $55. J'ai regardé le vin que Trisha buvait, $120 la bouteille. J'ai regardé les boucles d'oreilles en diamant aux oreilles de Trisha. Un cadeau de Noël d'Oscar il y a 2 ans, payé avec le prêt d'urgence que je lui avais accordé. Et puis ça m'a frappé. La prise de conscience était plus froide que l'eau dans mon verre. Oscar ne m'avait pas seulement emprunté de l'argent. Il leur avait menti. Il avait peint un tableau où il était le grand pourvoyeur de succès et j'étais la mère pauvre et indigente qu'il traînait par pitié. Il ne savait pas, Trisha ne savait pas que je payais l'hypothèque de la maison coloniale de 4 chambres où il vivait. Lorraine ne savait pas que je payais les $2000 par mois de frais de scolarité pour son école privée. Il ne savait pas que la prime qu'Oscar avait utilisée pour la compte de ce SUV était en fait un virement de mon compte d'épargne retraite qu'il avait supplié d'avoir hier. Pour eux, j'étais un fardeau, un cas social, une moins que rien qui recevait un bol de soupe gratuit. J'ai de nouveau regardé Oscar. Il souriait maintenant, soulagé de s'être rangé du côté de sa femme, soulagé que le moment gênant soit terminé. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais simplement avaler ça comme je le faisais toujours, parce que j'étais maman, parce que j'étais seule. Parce que je voulais être incluse. Mais quelque chose en moi s'est cassé. Ce ne fut pas un claquement bruyant. C'était silencieux. C'était le son d'une lourde porte se fermant et se verrouillant pour la dernière fois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Une dame ne fait pas de scène. J'ai fouillé dans mon sac à main. Mes mains étaient stables maintenant. J'ai sorti mon portefeuille. J'ai pris 3 billets de $20. $60, assez pour ma soupe et mon eau, plus un pourboire généreux pour le serveur qui avait dû assister à cela. J'ai posé l'argent sur la table, juste à côté de la corbeille à pain. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Oscar, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. « Je paie mon dîner » dis-je calmement. Ma voix ne tremblait pas, je ne voudrais pas être un fardeau pour vos finances. Après tout, vous avez une grande journée demain. Je me suis levé. Mes genoux semblaient forts. Maman, assieds-toi, siffla Oscar, jetant un coup d'œil autour de lui pour voir si quelqu'un regardait. Tu nous mets dans l'embarras. Non, Oscar, dis-je. Je pense que tu t'es assez embarrassé tout seul. J'ai regardé Lorraine. Joyeux anniversaire, ma chérie. J'espère que tu apprécieras le journal. Peut-être que tu pourras noter aujourd'hui comme le jour où tu as appris que les mots ont des conséquences. Je leur ai tourné le dos. Je me suis éloigné de la table. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, battant un rythme de colère et de chagrin. Mais ma tête était haute. Je suis passé devant le chariot de dessert. Je suis passé devant le comptoir d'accueil. J'ai poussé les lourdes portes en verre et je suis sorti dans l'air frais de la nuit de Denver. Juste avant que la porte ne se ferme derrière moi, j'ai entendu la voix de Trisha, forte et perçante, dépassant le bruit du restaurant. Ah, si dramatique. Ne t'inquiète pas pour elle, chérie.
Assure-toi juste que le virement soit effectif avant 9 heures pour le concessionnaire. On ne peut pas perdre cette voiture. Je me suis arrêté sur le trottoir. Les lampadaires se sont brouillés une seconde alors que des larmes piquaient mes yeux, mais je les ai chassés d'un clignement. Assure-toi que le virement soit effectif avant 9 heures. J'ai regardé ma montre. Il était 20 heures. La banque ouvrait à 8h30 demain. J'ai pris une profonde inspiration. L'air froid a rempli mes poumons. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas lourde. Je ne me sentais pas comme un cas social. Je me sentais puissante. Ils pensaient que j'étais une moins que rien. Ils pensaient que j'étais une vieille femme sans défense qui avait besoin de leurs miettes. Ils étaient sur le point de découvrir que cette moins que rien détenait les clés de tout leur royaume. Je me suis dirigé vers ma berline raisonnable de 10 ans garée plus bas dans la rue. Je suis monté, j'ai verrouillé les portes et je suis resté assise là un moment dans le silence. Avant 9 heures, murmurai-je à la voiture vide. J'ai démarré le moteur. Je n'allais pas rentrer chez moi pour pleurer. J'allais rentrer chez moi pour me préparer. Oscar voulait jouer au grand homme. Bien. Demain matin, j'allais lui laisser voir exactement à quel point il était vraiment petit sans le portefeuille de sa mère pour le soutenir. Le cas social était officiellement clos. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait en 20 ans. D'habitude, je me réveille à 3 heures du matin, mon esprit s'emballant avec des listes. Ai-je payé la facture d'électricité d'Oscar? Ai-je pensé à envoyer le chèque pour les leçons de piano de Lorraine? Est-ce que Trisha a aimé l'écharpe que je lui ai achetée, ou est-elle déjà dans le tas de dons? L'inquiétude était ma compagne constante. Elle dormait à côté de moi dans l'espace vide où mon mari était autrefois, mais pas ce matin. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil filtrait à travers les rideaux voilés, peignant des rayures d'or sur le tapis. La maison était calme. Ma poitrine n'était pas serrée. Mon estomac ne se nouait pas. Je me sentais légère. C'était une sensation étrange, comme de poser un lourd sac à dos après avoir marché des kilomètres. J'ai regardé l'horloge. 7h15, je suis sorti du lit et j'ai fait mon café. J'ai pris mon temps. Je ne me suis pas précipité pour vérifier mon téléphone. Je n'ai pas cherché le texto de bonjour d'Oscar qui n'arrivait de toute façon jamais. Je me suis assise dans ma véranda et j'ai regardé un cardinal se poser sur la mangeoire. Il a cassé une graine, a mangé le cœur et s'est envolé. Mange ce dont tu as besoin, laisse le reste, me suis-je murmuré. J'avais laissé ma famille tout manger, les graines, le cœur, la coquille. Ils me dépouillaient, et je les en avais remerciés. À 7h45, je suis allé dans mon bureau à domicile. C'est une petite pièce encombrée de vieilles photos et de piles de paperasse. J'ai ouvert le tiroir du bas de mon bureau et j'ai sorti le gros dossier rouge étiqueté « Oscar et Trisha ». Je l'ai ouvert. C'était un cimetière de ma retraite. Il y avait les reçus pour la rénovation de la cuisine qu'ils devaient avoir parce que l'ancien granit était, démodé, 45 000 $. Il y avait le relevé de la carte de crédit que j'avais laissée à Oscar pour les urgences, qui était actuellement au maximum avec des frais pour des clubs de golf et des journées au spa. Et juste au-dessus, il y avait le reçu d'hier, un bordereau de dépôt, 30 000 $ transférés de mon épargne à notre compte chèque joint, la compte. J'ai passé mon doigt sur les chiffres. Cet argent était censé servir à mes soins futurs. Il était censé être là pour que je ne sois un fardeau pour personne quand je serais trop vieille pour marcher. Au lieu de cela, il était sur le point de devenir un SUV de luxe avec des sièges chauffants pour une femme qui m'appelait un cas social. Pas aujourd'hui, dis-je à voix haute. Je me suis habillé avec soin. J'ai mis mon beau blazer, celui que je portais quand je travaillais comme assistante juridique. J'ai mis mon rouge à lèvres. J'ai attrapé mon sac à main et le dossier rouge. J'ai conduit jusqu'à la banque en silence. La ville se réveillait. Les navetteurs se dépêchaient d'aller à des emplois qu'ils détestaient pour payer des choses dont ils n'avaient pas besoin. Je suis passé devant l'école primaire où j'allais chercher Oscar. Je me suis souvenu de lui courant vers moi avec un genou écorché, pleurant, ayant besoin de sa maman. Ça faisait mal. Je ne vous mentirai pas en disant que ça ne faisait pas mal. L'amour d'une mère est une chose tenace. Il veut pardonner. Il veut dire, il ne le pensait pas. Mais ensuite j'ai entendu la voix de Lorraine dans ma tête à nouveau. Cas social. Et j'ai entendu le rire d'Oscar, ce rire faible et nerveux. Il n'était plus ce petit garçon aux genoux écorchés.
C'était un homme adulte qui était prêt à laisser sa mère être humiliée pour impressionner sa femme. Je me suis garé sur le parking de la banque à 8h25. J'étais la première. J'ai regardé à travers les portes vitrées les caissiers déverrouiller leurs tiroirs et allumer leurs ordinateurs. À exactement 8h30, l'agent de sécurité a déverrouillé la porte. « Bonjour, Madame Doe », dit-il en tenant la porte ouverte. Il sourit. « Vous êtes matinale. »« Grande journée, Franck », dis-je. « Grande journée. » Je suis allé directement au bureau vitré au fond. Monsieur Henderson, le directeur de l'agence, venait de s'asseoir avec son café. Il gérait mon compte depuis le décès de mon mari. C'était un homme bon, de la vieille école. Il connaissait la valeur $1. Il leva les yeux, surpris. « Diane, je ne m'attendais pas à vous voir. Tout va bien? Le virement est-il bien passé? D'accord. Il était au courant des $30 000. J'étais venu hier en m'inquiétant, m'assurant que ce serait disponible pour eux à 9h aujourd'hui. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir en face de lui. J'ai posé le dossier rouge sur son bureau. « Bonjour, Robert », dis-je. « Non, le virement est exactement la raison de ma présence. Il n'est pas encore passé, n'est-ce pas? » Il a tapé quelque chose sur son clavier. Il est programmé pour être comptabilisé dans... Il jeta un coup d'œil à sa montre, environ 20 minutes. 9h précise, comme vous l'avez demandé. Il est en statut en attente sur le compte joint. Annulez-le, dis-je. La pièce devint silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation semblait devenir plus fort. Monsieur Henderson cligna des yeux. Je suis désolé. Annulez-le, répétai-je. Inversez le virement, remettez les $30 000 sur mon compte d'épargne personnel, celui qui n'a que mon nom. Il me regarda par-dessus ses lunettes. Il ne demanda pas pourquoi. Il vit la détermination sur ma mâchoire. Il vit l'absence d'hésitation dans mes yeux. Il commença à taper. « Fait », dit-il. « Les fonds sont de retour dans votre épargne principale. »« Merci », dis-je. « Maintenant, j'ai besoin de faire d'autres changements. » Le compte joint se terminant par 4598, celui qu'Oscar utilise pour l'hypothèque et les factures du ménage. Oui. Je veux que mon nom en soit retiré. Aujourd'hui, tout de suite. Monsieur Henderson arrêta de taper. Il se pencha en arrière. Diane, si vous retirez votre nom, vous n'aurez plus accès pour voir les transactions. Et si ce compte passe à découvert, la banque ne pourra plus puiser dans votre épargne pour le couvrir. Vous avez la protection contre les découverts liés. Je sais, dis-je. C'est le but. Je veux que la protection contre les découverts soit supprimée. Je veux que les virements automatiques pour l'hypothèque soient annulés. Je veux que les paiements automatiques pour la carte de crédit soient annulés. Je veux mon nom hors de tout. Il parut inquiet. Quelque chose s'est-il passé? C'est une mesure drastique. Oscar compte habituellement sur ce filet de sécurité. Oscar a 42 ans, Robert, dis-je en lissant ma jupe. Il est temps qu'il apprenne à marcher sans filet. Pendant les 20 minutes suivantes, le seul son était le cliquetis des touches et le ronronnement de l'imprimante. J'ai signé papier après papier. Révocation de la procuration, signé. Retrait de l'utilisateur autorisé, signé. Annulation du virement récurrent, signé. À chaque signature, je sentais un poids physique se soulever de mes épaules. Je ne signais pas seulement des formulaires bancaires. Je signais ma propre proclamation d'émancipation. Je reprenais ma dignité, $1 à la fois. Très bien, dit finalement Monsieur Henderson en me tendant un reçu. C'est fait. Vous avez le contrôle total de vos actifs. Le compte joint est maintenant uniquement au nom d'Oscar. Il a actuellement un solde. Il plissa les yeux vers l'écran. $42.16. J'ai failli rire. $42. C'était ce que mon fils avait à son nom sans moi. Et il était en route pour acheter une voiture de $80 000. Merci, Robert, dis-je. Je me suis levé et je lui ai serré la main. Passez une excellente journée. Vous aussi, Diane, dit-il, me regardant avec un respect nouveau. Vous avez bonne mine. Je me sens bien, dis-je. Je suis retourné à ma voiture. Je me suis assise sur le siège du conducteur et j'ai regardé le monde passer. Il était 9h10.
Mon téléphone a vibré contre la console centrale. Puis il a vibré à nouveau. Puis une longue vibration. Un appel téléphonique. Je l'ai décroché. Oscar appelait. J'ai laissé sonner. Je n'étais pas encore prête à entendre sa voix. Je voulais profiter du silence un peu plus longtemps. La sonnerie s'est arrêtée. Puis un message texte est apparu à l'écran. J'ai mis mes lunettes de lecture. Oscar. Maman, je suis chez le concessionnaire. Le responsable financier demande le numéro de confirmation pour les fonds. Le virement n'est pas encore apparu. Envoie-le maintenant. On est pressé. J'ai regardé l'écran. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Juste une exigence, juste un ordre à sa servante. Puis un deuxième texto est apparu. Oscar. Et sérieusement, ne sois pas mesquine à propos de la nuit dernière. Trisha est stressée. Fais-le, c'est tout. Ne sois pas mesquine. C'est la phrase qui a tout déclenché. Me défendre était mesquin. Refuser d'être insulté était mesquin. J'ai senti un sourire froid effleurer mes lèvres. Ce n'était pas un joli sourire. C'était le sourire d'une femme qui sait qu'elle détient la de pique. J'ai tapé dans la boîte de réponse. Mes doigts bougeaient lentement, délibérément. Je ne voulais pas faire de faute de frappe. Je voulais que chaque mot soit parfait. J'ai tapé, un cas social n'a pas 30 000 $ à donner. Je suis sûr qu'un homme aussi prospère que toi peut gérer ses propres factures. Demande à ta femme de payer. J'ai relu. C'était dur. C'était définitif. C'était la vérité. J'ai appuyé sur envoyer. Les petites bulles ont filé. Livré. Mon téléphone a immédiatement commencé à sonner. Oscar appelait. J'ai regardé son nom sur l'écran. Pendant des années, ce nom m'avait fait sursauter. Il m'avait fait chercher mon chéquier. Il m'avait fait m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Plus maintenant. J'ai tendu la main et j'ai fait glisser le petit interrupteur sur le côté de mon téléphone. Silence. Puis je suis allé dans les paramètres. Ne pas déranger. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager. J'ai démarré le moteur de ma berline raisonnable. J'avais des courses à faire. Je devais aller à l'épicerie. Je devais acheter des graines pour oiseaux. Le cardinal avait faim. Et contrairement à mon fils, le cardinal était reconnaissant. En sortant du parking de la banque, j'ai imaginé la scène chez le concessionnaire. J'ai imaginé Trisha choisissant la couleur du cuir. J'ai imaginé Oscar vérifiant son téléphone, attendant l'argent qui n'arriverait jamais. Je savais qu'il était assis à ce bureau, souriant au vendeur, complètement inconscient que la falaise sur laquelle il se tenait venait de s'effondrer dans la mer. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipité pour le rattraper. J'ai juste allumé la radio et j'ai conduit. Je n'étais pas là quand la bombe a explosé. J'étais dans l'allée des produits en vrac de l'épicerie, pesant des graines de tournesol pour ma mangeoire à oiseaux. Mais je n'avais pas besoin d'être dans cette salle d'exposition de concessionnaire pour savoir exactement ce qui se passait. Je connais mon fils. Je connais sa femme. Et je connais l'horreur silencieuse spécifique d'un terminal de carte de crédit qui refuse de biper. Plus tard, je reconstituerai les détails à partir des messages vocaux, des textos en colère, et la partie la plus satisfaisante, un appel téléphonique discret du directeur du concessionnaire, que je connais depuis 10 ans. Il était 9h30. D'après mes calculs, Trisha serait déjà assise à l'intérieur de la voiture. Je peux l'imaginer parfaitement. Le concessionnaire était un de ces palais aux parois de verre où tout sent le cuir neuf et l'espresso. Trisha ne serait pas simplement entrée. Elle aurait fait une entrée. Elle porterait ses lunettes de soleil surdimensionnées, tenant un latte, agissant comme si elle était propriétaire des lieux. Elle avait probablement déjà revendiqué le véhicule. C'était un SUV blanc nacré, du genre qui ressemble à un vaisseau spatial. Je l'imagine assise sur le siège du conducteur, passant ses mains sur le volant, vérifiant son reflet dans le rétroviseur. Elle prenait probablement déjà un selfie pour le poster en ligne. Légende, nouvelle voiture. Béni. Oscar, d'un autre côté, aurait été en sueur. Mon fils a un tic quand il est nerveux. Il tire sur son col et se racle la gorge à plusieurs reprises. Il aurait été assis au bureau du vendeur, tapant du pied, vérifiant son téléphone toutes les 30 secondes. Il attendait mon texto.
Il attendait que je dise « fait ». Argent envoyé. Désolé pour le retard. Mais ce texto n'est jamais venu. Au lieu de cela, il était assis en face de Gary, le vendeur. Gary est un homme gentil. Il m'a vendu 3 voitures au cours des 15 dernières années. Il est patient, mais c'est aussi un homme d'affaires. D'accord, Oscar, aurait dit Gary en tapant sur son clavier. Nous avons les papiers prêts. Il nous suffit de finaliser cet acompte dont nous avons discuté, les 30 000. Le virement est-il passé? Oscar aurait souri. Ce charmant faux sourire qu'il utilise quand il essaie de cacher une catastrophe. Oh, absolument. Maman, dit Anne, elle devait le virer ce matin. Ça devrait être là d'une seconde à l'autre. Vous savez comment les banques sont lentes. Laissez-moi vérifier, dit Gary. C'est le moment où le temps s'arrête. Je peux imaginer le silence dans ce bureau, le bourdonnement du climatiseur, Trisha klaxonnant de manière enjouée depuis le plancher de la salle d'exposition, faisant signe à Oscar à travers la vitre. Elle n'avait aucune idée qu'elle était assise dans une citrouille sur le point de perdre sa magie. Gary fronça les sourcils devant son écran. Il a appuyé sur le bouton d'actualisation. Puis il l'a appuyé à nouveau. Ça n'apparaît pas, Oscar, dit Gary. Sa voix n'était pas méchante, juste factuelle. Le solde du compte est de. Eh bien, il est de 42 $. L'estomac d'Oscar a dû tomber jusqu'au plancher. C'est impossible. Essayez la carte. Passez simplement la carte de débit. La protection contre les découverts est liée à son épargne. Ça passera. C'était leur filet de sécurité. C'était le tour de magie sur lequel ils comptaient depuis une décennie. Même si le compte courant était vide, mes économies de toute une vie étaient toujours là pour les rattraper. Gary hocha la tête. D'accord, essayons la carte. Il l'a passée. Traitement en cours. Traitement en cours. Je mettais un sac de pommes dans mon chariot au magasin quand c'est arrivé. Refusé. Oscar aurait ri. Un son nerveux et aigu. Ça doit être une erreur de puce. Essuyez-la. Réessayez. Gary a réessayé. Refusé. Fonds insuffisant. Ça ne marche pas, Oscar, dit Gary en faisant glisser la carte sur le bureau. Le lien vers la source de financement secondaire a été rompu. Il n'y a pas d'argent disponible. À ce stade, Trisha a dû réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle aurait vu le visage d'Oscar pâlir, brillant de sueur. Elle est sortie du SUV, claquant la lourde porte avec un bruit sourd qui a résonné dans la salle d'exposition. Elle s'est dirigée vers le bureau, ses talons claquant sur le carrelage. « Qu'est-ce qui prend si longtemps » lança-t-elle. « Je veux faire nettoyer la voiture avant le déjeuner. » Pourquoi ne signons-nous pas les papiers? Il y a un problème avec les fonds, marmonna Oscar, fixant ses chaussures. Quel problème? Exigea Trisha. Elle se tourna vers Gary. Passez-la encore. Je l'ai fait, madame, dit Gary. C'est refusé. Trisha tourna brusquement la tête vers Oscar. Ses yeux se plissèrent. Appelle-la. Appelle ta mère. Elle a probablement fait une erreur dans le numéro de compte. Elle devient sénile, je le jure. Oscar sortit son téléphone. Ses mains tremblaient. Il a composé mon numéro. J'ai vu l'appel arriver alors que je passais à la caisse. Oscar. J'ai laissé sonner. J'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. Elle ne répond pas, murmura Oscar. Appelle-la encore, cria presque Trisha. Les gens commençaient à regarder maintenant. D'autres clients regardaient depuis le coin café. Ce n'était pas l'image que Trisha voulait projeter. Il a rappelé. Messagerie vocale. Elle m'ignore, dit Oscar, la panique montant dans sa voix. Elle m'a envoyé un texto tout à l'heure. Elle a dit. Elle a dit quoi? Trisha lui arracha le téléphone des mains. Elle a lu le texto que j'avais envoyé. Celui sur le cas social. Son visage est devenu rouge. Pas rose. Rouge. Est-ce qu'elle plaisante? Elle pense qu'elle peut nous donner une leçon, aujourd'hui, de tous les jours? Trisha claqua le téléphone sur le bureau. Eh bien, répare ça, Oscar. Paie avec ton compte d'investissement. On le retransférera plus tard. Et ceci. Ceci est le moment que j'attendais.
Le moment où le mensonge s'est effondré. Oscar se figea. Il regarda sa femme. Il regarda le vendeur. Il regarda le sol. Je ne peux pas, murmura-t-il. Comment ça, tu ne peux pas, hurla Trisha. Tu gagnes un salaire à 6 chiffres. Tu es le vice-président des ventes. Fais juste un chèque. Gary se racla la gorge. Il avait l'air mal à l'aise. Il regarda l'écran, puis Trisha. Il a décidé de mettre fin à leur calvaire. Madame, dit Gary doucement. Le financement de ce véhicule, il n'était pas basé sur le seul revenu d'Oscar. Il ne se qualifiait pas pour cette catégorie de véhicules de luxe avec son seul salaire. Le ratio dette-revenu était trop élevé. Trisha arrêta de respirer. Quoi? Le prêt, expliqua Gary en tournant le moniteur pour qu'il puisse voir. Il a été approuvé sur la base des actifs du cosignataire. Diane Doe. C'est sa cote de crédit et sa garantie qui ont assuré le faible taux d'intérêt. Sans son soutien, Oscar ne se qualifie pas pour cette voiture. Le silence qui suivit a dû être assourdissant. Trisha regarda l'écran. Elle a vu les chiffres. Elle a vu mon nom listé comme garant principal. Elle se tourna vers Oscar. Tu m'as dit que tu l'avais acheté. Tu m'as dit que tu avais payé la maison. Tu m'as dit que ta mère était juste. Que nous l'aidions. Oscar ne pouvait pas parler. Il se tassait dans sa chaise, paraissant de plus en plus petit. L'homme arrogant qui s'était moqué de moi la veille avait disparu. À sa place se trouvait un petit garçon effrayé qui avait été pris en train de voler des biscuits. Il ne paie pas la maison, madame, ajouta Gary, peut-être un peu inutilement. Mais j'aime à penser qu'il appréciait un peu cela. Les paiements hypothécaires proviennent du même compte joint que Diane vient de fermer. Je m'en souviens parce qu'elle l'a mis en place ici, à ce bureau, il y a 5 ans. Trisha avait l'air d'avoir été giflée. Toute sa réalité, son statut, sa fierté, sa conviction qu'elle était la reine de la famille et que j'étais la paysanne, s'est brisée. Tu m'as menti, siffla-t-elle à Oscar. Tu m'as fait passer pour une idiote. J'ai dit à tout le monde. Je l'ai posté sur Facebook. Trisha, s'il te plaît, supplia Oscar, tendant la main vers son bras. On peut arranger ça. On peut prendre une Honda en leasing. On peut. Ne me touche pas, hurla-t-elle. Elle attrapa son sac à main. Elle ne regarda pas le SUV qu'elle aimait. Elle ne regarda pas Gary. Elle sortit en trombe du concessionnaire, passant devant les autres clients qui regardaient ouvertement. Maintenant, Oscar est resté assis là une seconde de plus. Il a regardé Gary. Je suis désolé, Oscar, dit Gary en prenant les clés du bureau et en les laissant tomber dans son tiroir. Je ne peux pas vous vendre cette voiture. Vous devriez peut-être aller voir votre femme. Oscar se leva. Il avait l'air vaincu. Il est sorti, les épaules basses. Ils étaient arrivés dans un nuage de parfums chers et d'arrogance. Ils sont repartis dans leur berline cabossée de 4 ans, se criant dessus avant même de sortir du parking. J'ai chargé mes courses dans mon coffre. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Mon téléphone a de nouveau vibré, un message vocal. Je l'ai écouté sur le chemin du retour. C'était Trisha. Elle ne criait pas. Elle avait l'air confuse, brisée et furieuse. Diane, c'est Trisha. Oscar vient de me dire. Il m'a tout dit. Décroche le téléphone. Nous devons parler. On ne peut pas. On ne peut pas rentrer à la maison sans cette voiture. J'ai déjà dit aux voisins. J'ai supprimé le message. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas drôle, vraiment. C'était tragique. Un homme de 40 ans avait construit sa vie sur une fondation de sable, et je l'avais finalement, miséricordieusement, emporté. Ils rentraient chez eux maintenant. Ils pensaient probablement que le pire était passé. Ils pensaient probablement qu'ils pouvaient simplement retourner à la maison, se regrouper et venir me crier dessus dans mon salon jusqu'à ce que j'écrive un chèque pour arranger les choses. Mais ils n'étaient pas au courant du serrurier. La voiture n'était que l'apéritif. Le plat principal les attendait à la porte d'entrée. Pendant que mon fils passait la pire journée de sa vie, je m'enregistrais au Four Seasons en ville. Cela semblait indulgent. Cela semblait nécessaire. Je n'avais pas séjourné dans un hôtel depuis le décès de mon mari. D'habitude, j'économise mon argent.
Je l'économisais pour les jours de pluie, pour les fonds universitaires, pour les moments, au cas où, qui semblaient toujours appartenir à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais le jour de pluie, et je tombais à verse. J'ai demandé une chambre à un étage élevé. Je voulais voir les montagnes. Je voulais voir la ville d'en haut, où les gens ressemblaient à des fourmis et leurs problèmes semblaient encore plus petits. J'ai posé ma valise sur le tapis moelleux. J'ai commandé une théière de camomille, puis j'ai ouvert l'application de mon téléphone connecté aux caméras de sécurité de la grande maison coloniale de la rue Elm. Ma maison, la maison où il vivait. Il était 10h45. J'ai vu la vieille berline entrer dans l'allée. Elle roulait trop vite. Oscar a freiné brusquement, immobilisant la voiture à quelques centimètres de la porte du garage. Ils sont restés assis là un moment. Je pouvais voir leur silhouette à travers le pare-brise. Les mains de Trisha volaient partout. Elle criait. Oscar agrippait le volant, la tête baissée. Lorraine était sur la banquette arrière, le visage pressé contre la vitre, l'air ennuyé et agacé. Finalement, les portières de la voiture se sont ouvertes. Trisha est sortie la première. Elle a claqué sa portière si fort que j'ai grimacé, même si j'étais à 8 km de là. Elle s'est dirigée vers le porche d'entrée, ses talons au claquant agressivement sur l'allée. Oscar la suivait, ressemblant à un homme marchant vers l'échafaud. Ouvre juste la porte, Oscar. La voix de Trisha était minuscule à travers le microphone de la caméra, mais la colère était claire. Je dois changer de vêtements. Je me sens comme une idiote. J'arrive, marmonna Oscar. Il a fouillé dans sa poche pour ses clés. J'ai pris une gorgée de mon thé. C'était la partie que j'avais planifiée depuis 8h35. Vous voyez, après avoir quitté la banque, je ne suis pas seulement allé à l'épicerie. J'ai téléphoné à un serrurier que j'ai utilisé pour mes locations par le passé. Je lui ai dit que c'était une urgence. Je lui ai dit que j'avais besoin de changer immédiatement les serrures de ma résidence principale. Je lui ai dit que les locataires actuels étaient devenus instables. Il m'a rejoint là-bas à 9h30. Il a été rapide. Il a changé la porte d'entrée, la porte arrière et même la porte latérale du garage. Il m'a donné les nouvelles clés et je lui ai donné un pourboire généreux. Oscar a monté les marches. Il n'a pas encore remarqué le nouveau laiton brillant sur la poignée de porte. Il était trop distrait. Il a enfoncé sa clé dans la serrure. Elle est entrée à moitié, puis s'est arrêtée. Il l'a secouée. Rien. Il l'a retirée, l'a regardée et l'a remise. Il a essayé de la tourner. Elle ne bougeait pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, lança Trisha, debout derrière lui, les bras croisés. Ouvre la porte. Elle est coincée, dit Oscar. La clé ne tourne pas, donne-la-moi. Trisha lui arracha les clés des mains. Elle a enfoncé la clé dans la serrure et l'a tordue de toutes ses forces. Clac. J'ai vu sur mon écran la moitié de la clé se casser à l'intérieur de la serrure. Super, hurla Trisha. Juste super, Oscar. Tu n'as pas entretenu cette maison depuis des années. La serrure est cassée. Elle n'est pas cassée, dit lentement Oscar. Il se penchait, regardant de près le cadre de la porte. Elle a l'air neuve. Il a tendu la main et a touché la plaque de laiton. Elle brillait sous le soleil du matin. Puis il a baissé les yeux. J'avais scotché une enveloppe blanche à la porte au niveau des yeux. J'ai utilisé du ruban de peintre bleu pour ne pas abîmer la finition. Je me souciais encore des boiseries, après tout. Qu'est-ce que c'est, demanda Trisha. Oscar a retiré l'enveloppe de la porte. Il l'a retournée. Dans ma cursive soignée, j'avais écrit « au locataire ». Il l'a déchirée. Il a sorti la seule feuille de papier. Ce n'était pas une longue lettre. Je n'ai pas ressenti le besoin d'écrire un roman. Le message était simple. Oscar l'a lu. Ses épaules sont tombées d'environ 8 cm. Lila, exigea Trisha. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle s'excuse? Oscar regarda sa femme. Son visage était pâle. Non, elle ne s'excuse pas, il commença à lire à voix haute. Cher Oscar et Trisha, puisque vous avez clairement indiqué hier soir que je suis une moins que rien et un cas social, j'ai réalisé qu'il était injuste de ma part de vous imposer de vivre dans une maison appartenant à une telle personne. Un cas social ne peut certainement pas se permettre d'entretenir une maison de 4 chambres dans ce quartier.
Oscar déglutit difficilement. Par conséquent, j'ai repris possession de ma propriété avec effet immédiat. Les serrures ont été changées. Puisque vous étiez si confiant à l'idée d'acheter un SUV de luxe ce matin, je suppose que vous disposez de fonds suffisants pour vous procurer votre propre logement. Vous avez 30 jours pour retirer vos affaires. Veuillez contacter mon avocat, Monsieur Davis, pour convenir d'un moment supervisé pour emballer. N'essayez pas d'entrer dans les locaux. Le code de l'alarme a également été changé. Oscar arrêta de lire. Le papier flottait dans sa main. Signé, la propriétaire. Silence. Silence absolu. Sur le porche d'entrée, un écureuil a traversé la pelouse. Une voiture est passée, mais Oscar et Trisha sont restés là comme des statues. Puis l'explosion a eu lieu. Trisha a poussé un cri qui a déformé l'audio de mon téléphone. Elle a jeté son sac à main contre la porte. Elle ne peut pas faire ça, hurla Trisha. Nous vivons ici. C'est notre maison. Mes vêtements sont là-dedans. Mes bijoux. Techniquement, murmura Oscar, fixant la lettre, c'est sa maison. Son nom est sur l'acte de propriété. Nous payons juste les charges. Tu m'as dit que c'était la nôtre, hurla Trisha en se tournant vers lui. Elle a commencé à frapper sa poitrine avec ses poings. Tu m'as dit qu'elle l'avait mise à ton nom il y a des années. Je pensais qu'elle le ferait, se défendit Oscar en reculant. Elle a dit qu'elle me la laisserait dans son testament. Je ne pensais pas qu'elle nous mettrait dehors de son vivant. Eh bien, elle l'a fait. Trisha s'est approchée de la porte et a commencé à frapper dessus avec ses paumes. Diane, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. Ouvre-la tout de suite. C'est illégal. Tu ne peux pas nous mettre dehors. J'ai pris une autre gorgée de thé. Il était encore chaud. Je ne suis pas là, ma chérie, dis-je à la chambre d'hôtel vide. J'ai regardé Lorraine sortir de la voiture. Elle avait l'air effrayée. Elle s'est approchée de ses parents. Maman, papa, pourquoi on ne peut pas entrer, demanda-t-elle. J'ai besoin de mon iPad. Il est en charge. Tais-toi, Lorraine, lança Trisha. Puis elle s'est immédiatement couvert la bouche, réalisant ce qu'elle avait fait. Le visage de Lorraine s'est décomposé. Elle a commencé à pleurer. Oscar a regardé sa fille. Puis il a regardé la maison. Il s'est approché de la fenêtre, la grande baille vitrée du salon. Il a mis ses mains en coupe autour de ses yeux et a regardé à l'intérieur. Il ne me verrait pas. Il verrait un salon propre et vide. Il verrait les photos sur la cheminée, des photos de lui diplômé de l'université, des photos de son mariage, des photos d'une vie que j'avais subventionnée pendant des décennies. Il s'est retourné vers Trisha. Elle n'est pas à la maison. Le voyant de l'alarme est rouge. Si on casse une fenêtre, la police viendra. Alors, qu'est-ce qu'on fait, siffla Trisha. On ne peut pas rester dans l'allée comme des sans-abri. Les voisins regardent. Elle avait raison. J'ai changé de vue de caméra pour celle de l'allée. Madame Gable de l'autre côté de la rue se tenait sur son porche, arrosant ses pétunias avec une concentration intense. Elle n'avait jamais arrosé ce pétunia spécifique pendant 5 minutes d'affilée de sa vie. Elle regardait chaque seconde. Il faut qu'on parte, dit Oscar. Il faut qu'on aille à l'hôtel. Avec quel argent, demanda Trisha, sa voix baissant à un murmure venimeux. Tu as dit que le compte était vide. Tu as dit que les cartes étaient refusées. Oscar se frotta le visage avec ses mains. J'ai une carte de crédit, une qu'elle ne connaît pas. Elle a une limite de 2000. Ça devrait nous permettre d'avoir une chambre pour quelques nuits. Quelques nuits. Trisha regarda de nouveau la maison. Elle cédera d'ici demain. Elle cède toujours. Elle fait juste une crise à cause de ce que Lorraine a dit. Je ne sais pas, Trisha, dit Oscar. Il regarda la clé cassée dans la serrure. Elle a changé les serrures. Ce n'est pas une crise. C'est permanent. Ils sont restés là 1 minute de plus, vaincus. Le vent a fait claquer la note sur la porte, produisant un petit bruit. Finalement, ils sont retournés péniblement à la voiture. Trisha est montée sur le siège passager et a claqué la porte. Oscar est monté côté conducteur. Il est resté assis là longtemps avant de démarrer le moteur. Je les ai regardés sortir de l'allée. Ils ne ressemblaient pas au couple puissant qu'ils prétendaient être.
Ils ressemblaient à des réfugiés d'une catastrophe de leur propre fabrication. J'ai fermé l'application sur mon téléphone. Ma main tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'adrénaline. C'est une chose terrifiante de brûler un pont alors qu'on se tient dessus. Mais en regardant la montagne, stable et immobile au loin, j'ai réalisé que je n'étais plus sur le pont. Je l'avais traversé. J'étais en sécurité de l'autre côté. C'était eux qui étaient coincés dans le canyon. J'ai pris le menu du service en chambre. J'ai décidé que je commanderais le déjeuner. Une salade Kobe et un verre de chardonnay. La moins que rien avait une journée très chargée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café frais et du linge de luxe. Il y a un silence particulier dans une chambre d'hôtel haut de gamme. Il est lourd et doux, comme une couverture. On n'entend pas les voisins se disputer. On n'entend pas la plomberie faire du bruit. On entend juste sa propre respiration, régulière et calme. Je me suis assise et je me suis étiré. Mon dos ne me faisait pas mal. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas passé la nuit à me tourner et retourner, à m'inquiéter de la cote de crédit d'Oscar ou des humeurs de Trisha. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai ouvert les lourds rideaux. La ville de Denver se réveillait en dessous de moi, baignée d'une pâle lumière matinale. J'ai commandé le petit déjeuner, des œufs bénédicts, des fruits et une théière de thé Earl Grey. Quand le serveur l'a apporté sur un plateau d'argent avec un petit vase de fleurs fraîches, j'ai failli pleurer. Ce n'était pas la nourriture, c'était la dignité de la chose. Personne ne me demandait de cuisiner plus vite. Personne ne se plaignait que le toast était brûlé. J'étais servi au lieu d'être la servante. J'ai pris une bouchée de melon et j'ai vérifié mon téléphone. C'était le silence radio. Pas d'appel, pas de texto. C'est là que j'ai su que les choses allaient mal. Le silence d'Oscar ne signifie pas la paix. Cela signifie qu'il complote ou qu'il panique. J'ai appris plus tard, par les ragots de petites villes qui reviennent toujours aux oreilles de la mer, où ils avaient passé la nuit. Ils n'étaient pas allés au Ritz. La carte de crédit d'urgence d'Oscar, celle avec la limite de $2000, avait été refusée au Marriott. Apparemment, il avait oublié les frais de déjeuner d'affaires du mois dernier. Alors, ils ont fini au motel Sleepy's près de l'autoroute. Vous savez, le genre d'endroit. L'enseigne au néon clignote. La moquette sent la cigarette froide et le regret. Et les murs sont assez fins pour entendre une épingle tomber dans la pièce voisine. Je les imagine là. 3 personnes habituées à des draps de 600 fils au pouce, serrées dans une chambre avec 2 lits doubles et un couvre-lit en polyester qui gratte. Trisha aurait arpenté le petit espace, enjambant leurs valises. C'est dégoûtant, Oscar, aurait-elle dit en donnant un coup de pied dans une valise. J'ai vu un insecte. Je jure que j'ai vu un insecte. Ce n'était pas un insecte, Trisha. C'était une peluche, aurait répondu Oscar, assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. Et puis le jeu des reproches aurait commencé. C'est toujours le cas quand l'argent vient à manquer. Tu m'as menti pendant 10 ans, aurait sifflé Trisha. Tu m'as laissé me promener en faisant comme si nous étions riches. Tu m'as laissé me vanter auprès de mes amis. Sais-tu de quoi j'ai l'air maintenant? D'une imposture. D'une complète imposture. J'essayais de te donner la vie que tu voulais, aurait crié Oscar en retour. Tu voulais les voyages. Tu voulais l'école privée. Tu penses que mon salaire couvre ça? Je me noyais, Trisha. Je me noyais. Et maman était le seul radeau de sauvetage que j'avais. Eh bien, tu as percé un trou dans le radeau, idiot. Et puis il y avait Lorraine, ma petite fille, l'enfant qui avait déclenché toute cette avalanche avec une seule phrase cruelle. Elle ne pleurait pas la chute de la famille. Elle ne s'inquiétait pas de l'endroit où ils allaient vivre. Elle était assise dans le coin, tapant furieusement sur son iPad. Papa, se plaignit-elle. Papa, Internet ne marche pas. Mon jeu ne se charge pas. Utilise le Wi-Fi du motel, Lorraine, marmonna Oscar. C'est trop lent, hurla-t-elle en jetant l'appareil coûteux sur le lit. Et mes données ne marchent pas non plus. Ça dit forfait de données suspendu. Répare ça. Oscar se serait figé. Il savait pourquoi les données étaient suspendues. Je payais la facture de téléphone portable de la famille. C'était une partie du forfait familial que j'avais mis en place il y a des années pour leur faire économiser de l'argent. J'avais annulé ça, ainsi que le câble et les services de streaming, avant d'aller me coucher la nuit dernière. Je ne peux pas le réparer,
Lorraine, dit Oscar, la voix brisée. Mamie. Mamie l'a coupé. Elle ne peut pas faire ça, hurla Lorraine. Je la déteste. Elle gâche tout. Dis-lui de le remettre. Je ne peux rien lui dire, explosa Oscar, se levant et jetant le seau à glace à travers la pièce. Elle ne répond pas au téléphone. Le seau en plastique a heurté le mur avec un craquement. Le silence a rempli la petite pièce malodorante. C'est à ce moment-là qu'Oscar a décidé qu'il n'en pouvait plus. Il ne pouvait pas rester assis dans cette pièce avec sa femme en colère et sa fille gâtée et faire face à la vérité de son propre échec. Il avait besoin d'une cible. Il avait besoin de quelqu'un à blâmer. Il avait besoin de moi. De retour dans ma chambre d'hôtel, je me versais ma deuxième tasse de thé quand mon téléphone a vibré. Ce n'était pas un appel. C'était une notification de l'application Ring. Mouvement détecté à la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application. Le flux vidéo s'est chargé. Il était là, mon fils. Il avait une mine affreuse. Sa chemise était froissée. Il avait clairement dormi dedans. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient fous. Il se tenait sur mon porche d'entrée, frappant à la porte avec son poing. « Maman » cria-t-il. « Maman, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai vu ta voiture garée dans la rue. » Je ne m'étais pas garé dans la rue. Bien sûr, ma voiture était garée en toute sécurité par le voiturier dans le garage de l'hôtel. Il voyait des choses. Il était désespéré. Il a frappé à nouveau. « Maman, arrête de jouer. Ce n'est pas drôle. » Trisha pleure. Lorraine pleure. Nous avons dormi dans un motel. Je l'ai regardé. J'ai regardé le garçon que j'avais porté pendant 9 mois, le garçon à qui j'avais appris à faire ses lacets, l'homme que j'avais sorti de toutes les erreurs qu'il avait jamais commises. Et je n'ai rien ressenti, pas de culpabilité, pas d'envie de me précipiter à la porte pour arranger les choses. Juste un profond et froid épuisement. Il a appuyé sur la sonnette. Ding dong. Puis il l'a appuyé à nouveau. Ding dong. Ding dong. Réponds-moi, a-t-il crié à la caméra. Il savait que je pouvais l'entendre. Il s'est penché de près, son visage remplissant l'écran. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Nous avons fait une erreur. D'accord. Lorraine ne le pensait pas. Elle a 9 ans. Tu nous punis pour une blague d'enfant. Une blague? Il pensait toujours que c'était une blague. Il ne comprenait toujours pas que la blague n'était que l'allumette qui avait allumé la mèche. La dynamite s'était accumulée pendant des années. J'ai appuyé sur le bouton de conversation de l'écran de mon téléphone. « Va-t'en, Oscar » dis-je. Ma voix est sortie du petit haut-parleur de la sonnette. Elle était claire et calme. Oscar a sursauté. Il a regardé autour de lui, confus, avant de réaliser que je n'ouvrais pas la porte. Je parlais numériquement. « Maman » Alta-t-il. « Maman, où es-tu ? Ouvre la porte. Nous devons parler en personne. Nous n'avons rien à nous dire, dis-je. Je t'ai laissé une lettre. C'était très clair. La lettre ? Oscar rit. Un son frénétique, hystérique. Tu nous expulses ? Es-tu folle ? Tu ne peux pas expulser ton propre fils. Où sommes-nous censés aller ? Tu as un travail, Oscar, dis-je. Tu as un salaire. Je te suggère de l'utiliser pour louer un appartement que tu peux réellement te permettre. Peut-être un 2 pièces. Ce sera bien pour Lorraine de partager une chambre. Ça forge le caractère. Le caractère ? Oscar a craché le mot. Tu détruis ma vie. Trisha va me quitter, maman. Comprends-tu ça ? Elle va me quitter si je ne répare pas ça. Si elle te quitte parce que tu ne peux pas lui acheter un SUV de luxe, alors elle ne t'a jamais aimé, Oscar, dis-je. Je te rends service. Je ne veux pas de tes services, a-t-il crié en donnant un coup de pied dans la porte. Une marque d'éraflure noire est apparue sur la peinture blanche. Je veux récupérer ma maison. Je veux récupérer mon argent. Ce n'est pas ta maison, l'ai-je corrigé doucement. Et ça n'a jamais été ton argent. Il a arrêté de donner des coups de pied. Il haletait, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. « Maman, s'il te plaît » a-t-il murmuré, sa voix se brisant.
il a essayé la stratégie qui avait fonctionné pendant 40 ans. La carte de la pitié. Je suis désolé. D'accord, je suis désolé. Nous avons ri. Je suis désolé que Lorraine ait été impolie. Je la ferai s'excuser. Je ferai s'excuser Trisha. S'il te plaît, déverrouille juste la porte. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Pendant une seconde. Juste une seconde. Mon doigt a plané au-dessus du bouton de déverrouillage. Il avait l'air si petit. Il ressemblait à nouveau à mon petit garçon. Mais ensuite je me suis souvenu du message texte. Ne sois pas mesquine. Je me suis souvenu des rires au restaurant. Je me suis souvenu de la façon dont il avait laissé sa femme m'appeler un cas social tout en mangeant un steak que j'avais payé. Si j'ouvre cette porte maintenant, rien ne changera. Il apprendrait qu'il pouvait m'abuser, s'excuser et être récompensé. Il ne grandirait jamais. Tu as peur, dis-je. Bien. Tu devrais l'être. Cette peur s'appelle la responsabilité, Oscar. C'est lourd, et il est temps que tu la portes toi-même. Maman, a-t-il crié. Tu as ri quand ta fille m'a traité de cas social, dis-je, ma voix se durcissant. Tu étais d'accord avec elle. Tu as dit que Trisha n'avait pas tort. Eh bien, Oscar, je suis simplement en train de te prouver que tu avais raison. Un cas social n'a rien à donner. Pas d'argent, pas de maison, pas de forfait de données. Je n'ai rien pour toi. Maman, non. Au revoir, Oscar. Quitte mon Porsche ou j'appellerai la police et je te ferai expulser pour violation de propriété. Et je pense que nous savons tous les deux que ce serait très embarrassant pour un vice-président des ventes. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai appuyé sur le bouton rouge de fin d'appel. Le flux vidéo s'est coupé. Je suis resté assise dans ma chambre d'hôtel, fixant l'écran noir de mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais pas de faiblesse. Elles tremblaient de l'effort pur de maintenir un mur que j'aurais dû construire il y a 20 ans. J'ai pris mon thé. Il était froid maintenant. Je l'ai bu quand même. Il avait le goût de la victoire. J'ai imaginé Oscar debout là, sur le porche, fixant la sonnette en plastique silencieuse. Réalisant enfin que le distributeur automatique était hors service, définitivement. Il devrait retourner au motel. Il devrait affronter Trisha. Il devrait affronter Lorraine. Et pour la première fois de sa vie, il devrait régler ça lui-même. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais un autre problème à régler. Le singe volant. Je savais qu'Oscar n'abandonnerait pas si facilement. Il ne me combattrait pas d'homme à homme. Il était trop faible pour ça. Il enverrait la seule personne pour qui il savait que j'avais un faible. Il enverrait l'enfant, mais il était sur le point d'apprendre que cette grand-mère ne jouait plus selon les anciennes règles. On appelle ça le calme avant la tempête. Mais dans ma famille, le silence est généralement juste le temps qu'il faut à Oscar pour recharger son arme. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais fermé les portes, une semaine depuis que j'avais vu mon fils donner des coups de pied dans ma porte d'entrée et crier dans la caméra. Depuis, j'étais retourné dans ma maison. J'avais engagé un agent de sécurité pour se tenir près du portail pendant les 3 premiers jours, au cas où, mais Oscar et Trisha n'étaient pas revenus. Mon avocat, M. Davis, leur avait envoyé un email officiel expliquant qu'ils pouvaient fixer une heure pour récupérer leur carton, qui était actuellement emballé par une entreprise de déménagement professionnel que j'avais engagée. Je les voulais dehors. Une rupture nette, sans drame. J'étais dans mon jardin. C'était un mardi après-midi. Mes hortensias avaient soif. Je démêlais le tuyau, sentant le soleil sur mon dos. C'était paisible. Je m'étais presque convaincu que le pire était passé. Je pensais que peut-être, juste peut-être, il respectait ma limite. Puis mon téléphone a sonné. J'ai essuyé mes mains sales sur mon tablier et j'ai regardé l'écran. iPad de Lorraine. Mon cœur a fait un petit bond. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma petite fille depuis le dîner d'anniversaire. Depuis qu'elle m'avait traité de cas social. Je savais que je ne devais pas répondre. Je savais que toute communication devait passer par les avocats, mais je suis une grand-mère et quelque part au fond, sous la colère et la blessure, il y a toujours cet instinct qui veut savoir si l'enfant va bien. J'ai fait glisser la barre pour répondre. Allô, dis-je, gardant ma voix stable. Mamie. La voix était petite, tremblante.
On aurait dit qu'elle avait pleuré ou qu'elle essayait très fort de faire semblant d'avoir pleuré. Je suis là, Lorraine, dis-je. Je me suis assise sur le banc du jardin. Est-ce que tout va bien? Non, renifla-t-elle. Mamie, j'ai tellement faim. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing physique. Faim. Pendant une fraction de seconde, la semaine dernière a disparu. Je n'étais pas la femme qui les avait mis dehors. J'étais la femme qui cuisinait des biscuits. J'étais la femme qui faisait des sandwichs au fromage grillé avec les croûtes coupées. Mon cerveau a immédiatement commencé à élaborer une logistique. Où sont-ils? Je peux commander une pizza. Je peux envoyer de l'argent. Tu as faim? Demandai-je. Lorraine, où es-tu? On est au motel, gémit-elle. Celui près de l'autoroute. Ça sent mauvais. Et papa dit qu'on n'a pas d'argent pour le dîner parce que tu as tout pris. Il dit qu'on doit mourir de faim parce que tu es en colère contre nous. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. La coque en plastique s'enfonçait dans ma paume. C'était ça. Le script? Un enfant de 9 ans ne dit pas « tu as tout pris ». Un enfant de 9 ans ne comprend pas les virements bancaires. C'étaient les mots d'Oscar sortant de la bouche de Lorraine. Il utilisait son propre enfant comme bouclier humain. Il se cachait derrière elle, utilisant sa faim comme une arme pour forcer mon portefeuille. Lorraine, dis-je, me forçant à rester calme. Est-ce que ton père est là avec toi? Il est dans la salle de bain. Elle a menti. Je pouvais entendre l'hésitation. Elle le regardait. Je savais qu'elle le regardait. Il pleure, mamie. Maman pleure aussi. Ils se disputent tout le temps. Maman a jeté une lampe. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. Et je l'étais. J'étais désolé que mon fils soit faible. J'étais désolé qu'il traumatise sa fille parce qu'il refusait de trouver un travail qui soutenait réellement son style de vie. Mamie, s'il te plaît, supplia Lorraine. Sa voix monta d'une octave. Peux-tu juste nous envoyer de l'argent pour la pizza ou pouvons-nous venir dormir chez toi? Ma chambre me manque. Je promets que je ne t'insulterai plus. Je promets. C'est le moment où la plupart des gens craquent. C'est le moment où la culpabilité de grand-mère prend le dessus. On pense, je ne peux pas punir l'enfant pour les péchés du père. On pense, je vais juste aider cette fois-ci. Mais je connaissais la vérité. Si j'envoyais de l'argent pour la pizza, la semaine prochaine, ce serait l'argent du loyer. Si je les laissais dormir dans leur lit ce soir, ils m'appelleraient à nouveau un cas social au petit déjeuner. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé Oscar debout au-dessus de Lorraine, lui soufflant les mots, la coachant pour sa performance. Ça m'a rendu malade. Lorraine, écoute-moi très attentivement, dis-je. J'ai abandonné le ton doux de grand-mère. J'ai utilisé ma voix d'affaires, la voix que j'utilisais lorsque je négociais des contrats. Je t'écoute, murmura-t-elle. Tu as dit que tu avais faim. Tu as dit que vous n'aviez pas de nourriture. Est-ce la vérité? Oui, insista-t-elle. On n'a pas mangé depuis le petit déjeuner. Papa dit qu'on ne peut pas se le permettre. D'accord, dis-je. Et tu as dit que tes parents se disputent et jettent des objets, que tu ne te sens pas en sécurité. Il y eut une pause, un bruit de froissement à l'autre bout. Oui. Maman fait peur. Très bien, dis-je. Alors je vais t'aider, Lorraine. Reste là. Tu envoies de l'argent, demanda-t-elle, pleine d'espoir. Non, dis-je fermement. Je vais appeler les services de protection de l'enfance et je vais appeler la police. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu. Quoi? Demanda Lorraine. Elle semblait vraiment confuse maintenant. Le script n'avait pas couvert cette partie. Si ton père ne peut pas se permettre de te nourrir, cela s'appelle de la négligence, expliquai-je en parlant assez fort pour que le microphone capte chaque mot. Et s'il se dispute et jette des lampes, c'est un environnement dangereux. Je t'aime trop pour te laisser rester dans un endroit comme ça. Alors, j'appellerai les autorités. Ils viendront te chercher dans environ 10 minutes. Ils te donneront un repas chaud et ils te trouveront un lit sûr pour la nuit. Tu n'auras pas à être avec des gens qui te font mourir de faim. Mamie, non. Lorraine a commencé à paniquer. Puis je l'ai entendu, le bruit de bousculade, le téléphone arraché. Maman, es-tu folle? C'était Oscar.
Sa voix n'était pas triste ou en pleurs. Elle était frénétique. Bonjour, Oscar, dis-je froidement. Je disais justement à Lorraine que de l'aide était en route. J'ai le numéro des services sociaux ici même. Si vous êtes vraiment sans ressources, si vous ne pouvez vraiment pas acheter un hamburger à 5 $ pour votre enfant, alors vous êtes inapte à vous occuper d'elle. J'ai le devoir de le signaler. Nous ne sommes pas sans ressources, cria Oscar. Nous avons de l'argent pour la nourriture. Je voulais juste. Je voulais que tu vois ce que tu nous fais. Je voulais que tu te sentes mal. Alors tu as menti, dis-je. Tu as fait en sorte que ta fille m'appelle et me supplie pour de la nourriture dont elle n'avait pas besoin juste pour me manipuler. Je, balbutia Oscar. Il savait qu'il était acculé. S'il admettait qu'il était fauché, j'appelais la protection de l'enfance. S'il admettait qu'il avait de l'argent, il prouvait qu'il était un menteur et un manipulateur. C'est un nouveau bas-fond, Oscar, dis-je. Même pour toi. Utiliser un enfant comme un pion, c'est dégoûtant. C'est toi qui nous as mis dehors, a-t-il dévié, mais le feu avait disparu de sa voix. Il avait l'air fatigué. C'est toi qui as la grande maison vide. C'est toi qui es assise sur un tas d'argent pendant que nous pourrissons dans ce motel. Mon tas d'argent, le corrigeai-je. Et ma maison vide. Tu as un travail, Oscar. Tu as un salaire. Si tu es dans un motel, c'est parce que tu as mal géré ta vie, pas parce que j'ai ruiné la tienne. Arrête de me blâmer pour tes calculs. Je pouvais entendre Trisha crier en arrière-plan maintenant. Est-ce qu'elle envoie l'argent? Demande-lui pour les frais de scolarité. L'école a appelé aujourd'hui. Elle n'envoie rien, Trisha. Lui a crié Oscar en retour, loin du téléphone. Elle menace d'appeler les flics. Il est revenu en ligne. Maman, s'il te plaît, n'appelle personne. On la nourrit. Elle va bien. On a mangé de la pizza à midi. Je pensais juste. Je pensais que si tu entendais sa voix. Tu pensais que j'étais faible, ai-je terminé pour lui. Je pensais que tu étais une mère, a-t-il murmuré. Je le suis, dis-je. Et le travail d'une mère est d'apprendre à ses enfants comment survivre. En ce moment, Oscar, tu apprends la leçon la plus difficile de ta vie. Couler ou nager. Mais n'utilise plus jamais ma petite fille pour mendier pour toi. Si elle m'appelle en pleurant pour de la nourriture une fois de plus, je ne te préviendrai pas. J'enverrai la police à ta porte. Tu me comprends? Il n'a pas répondu pendant un long moment. Je pouvais entendre sa respiration. Des respirations courtes et superficielles. Il réalisait que le jeu était terminé. Les anciens codes de triche ne fonctionnaient plus. Les boutons de chantage émotionnel étaient déconnectés. Ouais, dit-il. Finalement, je comprends. Bien, dis-je. Dis à Lorraine que je l'aime et dis-lui que mamie n'est pas en colère contre elle. Mamie attend juste que son père grandisse. J'ai raccroché. Je suis resté assise sur le banc du jardin pendant un long moment. Mes mains tremblaient à nouveau. Ce n'était pas facile. Ne laissez personne vous dire qu'il est facile d'entendre votre famille mendier et de dire non. Cela va à l'encontre de chaque fibre de votre être. Cela semble cruel. Mais ensuite j'ai regardé mes hortensias. Ils étaient tombants. Ils avaient besoin d'eau. Mais si je versais juste de l'eau sur les feuilles, elles pourriraient. Je devais arroser les racines. Oscar était la racine, et il était pourri. J'ai pris le tuyau et j'ai ouvert l'eau. Je devais me concentrer sur les choses que je pouvais sauver. Je savais que cet appel était leur dernier jeu de désespoir. Ils avaient essayé la colère. Ils avaient essayé l'humiliation publique. Maintenant, ils avaient essayé la pitié. Il ne leur restait plus rien. Maintenant, ils devraient faire face à la seule chose qu'ils avaient évitée pendant des années, la réalité. Et j'avais le sentiment que la réalité allait inclure une rencontre très inconfortable avec un avocat spécialisé en divorce. Je suis retourné arroser mes fleurs. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur l'herbe. J'étais seul dans mon jardin. Et pour la première fois depuis une semaine, je ne me sentais pas seul. Je me sentais propre. Il y a une sorte de silence spécifique qui existe dans la salle de conférence d'un avocat. Ça sent le vernis à l'acajou et la cire pour meubles au citron, mais en dessous, ça sent la peur. C'est l'endroit où les familles vont pour mourir et où les contrats naissent.
Je suis arrivé 15 minutes en avance. Je le fais toujours. J'avais passé la matinée à me préparer. Je suis allé au salon et je me suis fait faire un brushing. J'ai porté mon plus beau tailleur de couleur crème, celui avec les boutons de perles. J'ai mis mon rouge à lèvres préféré, une teinte appelée Rouge Victoire. Je ne me suis pas habillé comme une victime. Je ne me suis pas habillé comme un cas social. Je me suis habillé comme la femme qui possédait l'immeuble. M. Davis, mon avocat, était assis en bout de la longue table. C'était un homme de peu de mots et aux honoraires de facturation élevés. Il avait disposé les papiers en petites piles soignées. Ils sont en retard, a-t-il noté en vérifiant sa montre. Il était 10h05. Ils ont probablement du mal à trouver une place de parking pour la berline, dis-je en prenant une gorgée d'eau. Ils n'ont pas l'habitude de se garer sur le parking général. Ils utilisent habituellement le service de voiturier. À 10h12, la lourde porte en chêne a grincé en s'ouvrant. Si j'avais encore des doutes sur ma décision, des petites miettes de culpabilité restantes de l'appel téléphonique de Lorraine, elles se sont évaporées au moment où je les ai vues. Oscar est entré le premier. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la semaine dernière. Ses épaules étaient affaissées. Sa chemise était sortie d'un côté et il avait des cernes sombres sous les yeux qui ressemblaient à des ecchymoses. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé le tapis. Trisha l'a suivi, et oh comme les puissants étaient tombés. Fini les lunettes de soleil de créateur. Fini les cheveux parfaitement méchés. Ses racines se voyaient, un demi-pouce de sombre réalité s'insinuant dans sa fantaisie blonde. Elle portait un pantalon de survêtement. Un pantalon de survêtement de créateur, oui, mais un pantalon de survêtement néanmoins. Elle avait l'air fatiguée, en colère et acculée. Ils se sont assis de l'autre côté de la table. La distance entre nous n'était que de 4 pieds de bois, mais cela ressemblait à un océan. « Bonjour, dit Monsieur Davis. Il ne sourit pas, merci de vous joindre à nous. Nous sommes ici pour finaliser la séparation des biens et pour discuter de l'avis d'expulsion signifié à M. Oscar Do et Madame Trisha Do concernant la propriété au 45 rue Elm. Trisha fit un bruit dans sa gorge. Un ricanement. Avis d'expulsion. Vous faites comme si nous étions des criminels. Nous sommes une famille. Elle m'a regardé alors. Ses yeux étaient durs. Comment peux-tu rester assise là, Diane? Comment peux-tu rester assise là avec un air si suffisant alors que ta petite fille dort dans un motel? J'ai croisé les mains sur la table. Je n'ai pas bronché. J'ai l'air reposé, Trisha, les jeux corrigés, parce que pour la première fois en 10 ans, je ne suis pas réveillé la nuit à m'inquiéter de comment payer votre style de vie. Et quant au motel, c'est un choix. Vous pourriez louer un appartement. Tu pourrais trouver un travail. Vous avez des options. Vous ne les aimez tout simplement pas. J'ai un travail, lança Trisha. Je gère le foyer. Il n'y a plus de foyer à gérer, dis-je calmement. M. Davis se racla la gorge. Mesdames, s'il vous plaît, restons à l'ordre du jour. Madame Do, Diane, a fait une offre généreuse pour résoudre cette affaire rapidement, sans litige. Il a fait glisser un document sur la table vers Oscar. Oscar l'a regardé. Sa main tremblait alors qu'il cherchait ses lunettes de lecture. L'offre est simple, a expliqué Monsieur Davis. Diane vend la maison de la rue Elm. Elle a déjà accepté une offre au comptant d'un investisseur. La clôture est dans 30 jours. Tu l'as vendue, murmura Oscar. Sa voix était cassée. Mais c'est la maison de mon enfance. C'est là que j'ai grandi. C'est une maison, Oscar, dis-je. Des briques et du bois. C'était un actif. Et puisque tu ne pouvais pas respecter la propriétaire, l'actif a été liquidé. Où va l'argent? Demanda sèchement Trisha. Les fonds propres. Nous avons mis du travail dans cette maison. Nous avons fait la cuisine. Nous avons fait l'aménagement paysager. Avec l'argent de Diane, a interjeté Monsieur Davis en douceur. Nous avons les reçus. Madame Do. Chaque entrepreneur, chaque appareil, chaque arbuste a été payé par le chéquier de Diane. Par conséquent, le produit de la vente, estimé à environ 600 000 $, sera entièrement déposé dans le trust de retraite de Diane. La bouche de Trisha tomba. Tout? Tu gardes tout? Je prends ma retraite, dis-je. J'ai 68 ans.
Je vous ai donné des centaines de milliers de dollars au fil des ans, Trisha. Considérez cela comme votre héritage. Vous l'avez dépensé en avance. Mais nous avons un enfant, hurla Trisha. Elle a claqué sa main sur la table. Nous avons une fille. Qu'en est-il de son fonds universitaire? Qu'en est-il de son avenir? Tu voles ta propre petite fille. C'était l'argument que je savais qu'elle allait utiliser. Le bouclier, l'arme. Lorraine est intelligente, dis-je. Elle peut obtenir des bourses ou des prêts étudiants comme des millions d'autres enfants. Ou. Je fis une pause, regardant directement Oscar. Son père peut commencer à économiser pour elle dès aujourd'hui au lieu d'acheter des voitures de luxe. Je ne peux rien économiser, lâcha Oscar. Il a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient humides. Je me noie, maman. J'ai des dettes de carte de crédit. J'ai le leasing de la berline. Je n'ai rien. Alors tu as du travail à faire, dis-je. Ce n'est plus mon travail d'être ton radeau de sauvetage, Oscar. Je suis le rivage. Tu dois nager jusqu'à moi. Je ne peux pas continuer à sauter et à me noyer avec toi. Oscar me regarda. Il regarda Trisha, qui était rouge de visage et haletante de rage. Puis il me regarda à nouveau, et quelque chose s'est brisé derrière ses yeux. Ce n'était pas de la colère. C'était la façade. Le masque qu'il portait depuis 20 ans s'est finalement fissuré. Il a posé sa tête sur la table et il a commencé à sangloter, pas les fausses larmes qu'il faisait au téléphone. C'était réel. C'était le sanglot laid et convulsif d'un homme qui réalise qu'il a tout perdu. Je voulais juste être grand, a-t-il étouffé. La pièce est devenue silencieuse. Trisha a arrêté de crier. Quoi, demandai-je doucement. Oscar a relevé la tête. Des larmes coulaient sur son visage, dégoulinant sur les documents juridiques. Je me sentais si petit, a-t-il murmuré. Tu as toujours tout géré, maman. Tu as toujours été si forte. Papa est mort et tu as juste continué. Tu as payé pour l'université. Tu as payé pour le mariage. Je me sentais comme un petit garçon. Je voulais me sentir comme un homme. Je voulais que Trisha me regarde comme elle regarde les gars riches. Il a fait un geste impuissant vers sa femme. Alors j'ai fait semblant, a-t-il dit. J'ai fait semblant que c'était moi qui payais. Et quand Lorraine t'a traité de cas social, j'ai ri parce que ça m'a fait me sentir puissant. Pendant une seconde, je n'étais pas le fils qui demandait de l'argent. J'étais le grand homme assis en bout de table. Il m'a regardé, les yeux suppliants. Je suis désolé, maman. Je ne suis pas désolé pour l'argent. Enfin, si, mais je suis désolé d'avoir essayé de te rabaisser juste pour me sentir grand. Je suis resté assise là, figée. C'était la vérité. Enfin, après des décennies de mensonges, d'excuses et de déviations, mon fils m'avait enfin dit la vérité. Il m'avait humilié parce qu'il était jaloux de moi. Il a mordu la main qui le nourrissait parce qu'il en voulait d'avoir besoin d'être nourri. J'ai tendu la main sur la table. Je ne l'ai pas touché. J'ai juste posé ma main près de la sienne. Merci d'avoir dit ça, Oscar, dis-je. Ma voix était épaisse d'émotion. Je te pardonne. Trisha a poussé un soupir de soulagement. Elle s'est redressée. Elle a lissé ses cheveux. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que, pardonner, signifiait, réparer. Tu vois, a dit Trisha en souriant nerveusement. Il est désolé, Diane. Il est vraiment désolé. On peut arranger ça. Peut-être qu'on n'est pas obligé de vendre la maison. Peut-être qu'on peut juste refinancer. J'ai pris le stylo noir sur la table. Je te pardonne pour l'humiliation, Oscar, dis-je en gardant les yeux sur mon fils. Je te pardonne pour les mensonges. Je t'aime. Tu es mon fils. J'ai enlevé le capuchon du stylo. Mais le pardon est un acte émotionnel, dis-je. La restitution est un acte financier. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Trisha, son sourire s'effaçant. Ça veut dire que j'accepte tes excuses, dis-je. Mais je vends toujours la maison. J'ai appuyé le stylo sur le papier. Le son était fort dans la pièce silencieuse. Gratte, gratte. J'ai signé mon nom, Diane Doe. J'ai fait glisser le papier vers Oscar. Signe-le, dis-je. Il reconnaît que tu quitteras la propriété dans 30 jours.
Si tu ne le signes pas, le shérif viendra et je ne veux pas que Lorraine voie le shérif. Trisha a attrapé le bras d'Oscar. Ne le signe pas. Elle bluffe. Elle vient de dire qu'elle t'aime. Oscar a regardé sa femme. Il a regardé la femme qui avait exigé un SUV de luxe pendant que sa mère payait la facture d'électricité. Il a regardé la femme qui portait actuellement un pantalon de survêtement et criait dans le bureau d'un avocat. Puis il m'a regardé. Il a vu la résolution sur mon visage. Il a vu que je l'aimais assez pour arrêter de le soutenir dans sa dépendance. Il a doucement retiré son bras de celui de Trisha. Elle ne bluffe pas, Trisha, a dit Oscar tranquillement. Elle en a fini. Il a pris le stylo. Sa main était stable cette fois. Il a signé son nom à côté du mien. Non, a hurlé Trisha. Idiot. Tu viens de signer la vente de notre maison. Non, a dit Oscar en remettant le capuchon du stylo et en le rendant à Monsieur Davis. Je viens de signer la vente de la maison de maman. Nous devons aller trouver la nôtre. Il s'est levé. Il n'a pas attendu Trisha. Il s'est dirigé vers la porte, s'est arrêté et s'est retourné vers moi. Je t'appellerai, a-t-il dit. Dimanche, juste pour parler. Sans demander d'argent. Je répondrai, dis-je. Tant que c'est vrai. Il a hoché la tête et est sorti. Trisha est restée assise là une seconde, stupéfaite. Elle a regardé le papier signé. Elle m'a regardé. Elle a réalisé que pour la première fois de son mariage, elle ne pouvait pas manipuler le résultat. Elle a attrapé son sac à main et a couru après lui. Oscar, attends. Tu ne peux pas me laisser ici comme ça. La porte s'est fermée derrière eux. La pièce était de nouveau silencieuse. L'odeur de la peur avait disparu, remplacée par l'odeur de l'encre et de la finalité. Monsieur Davis a organisé les papiers dans un dossier. Il m'a regardé avec une rare expression d'approbation. C'était difficile, a-t-il dit. Oui, dis-je. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. Je me sentais plus légère. J'avais l'impression de pouvoir voler. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais vous savez quoi, Monsieur Davis? Quoi donc, Diane? Je pense que je viens de retrouver mon fils. Le vrai, pas celui qui avait besoin de mon chéquier. Je suis sorti du bureau et je suis entré dans le soleil éclatant de midi. J'avais une maison à vendre. J'avais une retraite à planifier. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais une vie qui m'appartenait entièrement. 6 mois. C'est le temps qu'il faut pour vendre une maison coloniale de 4 chambres, emballer 40 ans de souvenirs et emménager dans un condo de 2 chambres avec vue sur le parc. Les gens m'ont demandé si j'étais triste de quitter la grande maison. Ils m'ont demandé si le jardin, l'espace, le prestige de l'adresse me manquaient. Je leur ai dit la vérité. Une maison n'est qu'une boîte où l'on garde ses affaires. Un foyer est l'endroit où l'on trouve la paix. Et pour la première fois en une décennie, j'ai la paix. Mon nouvel endroit est petit. J'ai un petit balcon où je cultive des herbes, basilic, menthe, romarin. Je n'ai pas de chambre d'amis pour les profiteurs. Je n'ai pas de sous-sol rempli des vieux trophées de mon fils. J'ai juste assez d'espace pour moi. Je me suis assise sur mon balcon ce matin avec mon thé. J'ai ouvert mon application bancaire. Je ne l'ai plus ouverte avec peur. Je ne l'ai pas ouverte en me demandant si une transaction en attente pour un SUV de luxe allait me ruiner. Je l'ai ouverte et j'ai vu mon fonds de retraite. Il était là, en sécurité et intact. Il grandissait. C'est drôle. Quand on arrête de verser de l'eau dans un seau percé, le seau reste plein. J'aimerais pouvoir vous dire que tout est parfait avec ma famille. J'aimerais pouvoir vous dire que nous avons des dîners du dimanche et que nous rions du grand verrouillage comme si c'était un épisode de sitcom amusant, mais la vraie vie n'est pas une sitcom. La vraie vie laisse des cicatrices. Oscar et Trisha sont toujours mariés, ce qui m'a surprise. Je pensais qu'elle le quitterait dès que l'argent se tarirait. Mais la pauvreté a une façon de lier les gens. Ils vivent dans un complexe locatif dans le sud de la ville. C'est un immeuble beige aux murs fins et un parking qui est toujours plein. Ils conduisent la vieille berline. Elle a maintenant une bosse sur le pare-choc. Trisha a dû retourner travailler. Elle a trouvé un emploi au comptoir des cosmétiques du centre commercial. Je suis passé une fois juste pour voir. Je l'ai regardé se tenir là pendant 8 heures avec des chaussures confortables,
essuyant des comptoirs en verre et étant polie avec des clients qui l'ignoraient. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait l'air plus âgée, mais elle avait aussi l'air réelle. Elle gagnait son propre argent. Elle ne pouvait plus se vanter d'une Porsche, mais elle pouvait payer ses propres courses. Il y a de la dignité là-dedans, même si elle ne le ressent pas encore. Oscar fait des heures supplémentaires. Il a pris des quarts de travail supplémentaires. Il s'occupe maintenant des comptes régionaux, ce qui signifie qu'il voyage beaucoup. Il a l'air épuisé. Mais quand nous nous parlons au téléphone, de brefs appels de 10 minutes le dimanche, il a l'air différent. Il a l'air plus lourd, mais plus fort. Il n'est pas le vice-président des ventes qui prétend être un millionnaire. C'est un homme qui paie ses dettes. Il ne me demande pas d'argent. Il sait que la réponse est non. Et parce qu'il sait que la réponse est non, nous parlons en fait de la météo. Nous parlons de sport. Nous parlons de choses qui n'ont pas de signe dollar attaché. Et puis il y a Lorraine. Je vois ma petite fille une fois par mois. Je la récupère à l'école et nous allons déjeuner. Nous n'allons plus au restaurant italien cher avec les nappes blanches. Nous allons dans un dîner. Nous prenons des hamburgers et des milkshakes. La semaine dernière, quand la serveuse a apporté l'addition, Lorraine a fait quelque chose qui m'a coupé le souffle. Elle a regardé la note. Puis elle m'a regardé. Merci, mamie, a-t-elle dit. Elle ne l'a pas marmonné. Elle ne l'a pas dit en regardant un iPad. Elle m'a regardé dans les yeux. De rien, ma chérie, dis-je. Maman dit que les hamburgers sont chers, a-t-elle dit tranquillement, trempant une frite dans le ketchup. Elle dit qu'on doit manger les restes à la maison. Les hamburgers coûtent de l'argent, ai-je convenu. Quelqu'un a dû travailler pour payer ça. Je sais, a-t-elle dit. Papa travaille beaucoup. Maman travaille aussi. Elle a mangé son hamburger à 2 mains. Elle ne s'est pas plainte de la marque de ketchup. Elle ne m'a pas traité de moins que rien. Elle s'est essuyé la bouche avec une serviette. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'insulte de « cas social » qu'elle m'avait lancée il y a 6 mois était en fait la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette famille. Si je n'avais pas arrêté l'argent, Lorraine aurait grandi en pensant qu'elle était une princesse qui méritait le monde sur un plateau d'argent. Elle serait devenue Trisha. Elle aurait épousé un homme juste pour le saigner à blanc. Maintenant elle connaît la valeur $1. Elle sait qu'un milkshake est une gâterie, pas un droit. Je l'ai ramené à la maison après le déjeuner. Je l'ai déposé au complexe d'appartements beige. Je l'ai regardé monter les escaliers, portant son sac à dos. Elle m'a fait un signe de la main avant d'entrer. Je suis retourné à mon condo tranquille. Je me suis assise dans ma chaise de jardin alors que le soleil commençait à se coucher. Le ciel prenait une belle teinte de violet. Pendant 40 ans, je me suis définie comme une pourvoyeuse. Je pensais que mon travail était d'amortir la chute. Je pensais que l'amour signifiait dire oui. Je pensais que si j'arrêtais de donner, ils arrêteraient de m'aimer. Et la vérité est qu'une partie d'eux a cessé de m'aimer. La partie d'eux qui aimait mon portefeuille est morte. La partie d'eux qui aimait ma cote de crédit me déteste. Mais la partie qui reste, la partie qui se reconstruit à partir des décombres, cette partie me respecte. J'ai pris une gorgée de mon thé. Il était encore chaud. J'ai perdu le titre de la banque. J'ai perdu le titre de la sauveuse. J'ai même perdu le titre de la gentille grand-mère. Mais j'ai regardé mon téléphone. Il y avait un texto d'Oscar. Juste une photo d'un coucher de soleil qu'il a vu de la fenêtre de son bureau. Pas de légende, pas de demande, juste un coucher de soleil. J'ai souri. J'ai sauvé mon fils. Je ne l'ai pas sauvé de la dette. Je ne l'ai pas sauvé de l'embarras. Je l'ai sauvé d'être un enfant permanent. Je lui ai cassé les jambes pour qu'il apprenne enfin à se tenir debout. J'ai été leur banque pendant 40 ans. Maintenant, je suis juste leur mère, et c'est suffisant. Avez-vous aimé l'histoire? Et de quelle ville écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires.